Salut monsieur NFT. Salut monsieur Émergence. Comment ça va? Émergence, c'est vrai qu'on a discuté d'émergence un peu en termes d'introduction. On s'était déjà vu à NFT Paris. Et on s'était vu, il me semble, à Biarritz aussi. Et à Biarritz, NFT Biarritz. J'arrête pas de parler d'NFT Biarritz, décidément. Les petites villes, elles commencent à vraiment représenter le Web3 de plus en plus. Bientôt, Crypto PT à Poitiers. C'est ça, exactement, j'espère bien. Futuroscope, on vous fera un truc avec grand plaisir. Avec votre attraction, d'ailleurs, vous avez une attraction. Un roller blaster, une montagne russe en réalité virtuelle qu'on a développée il y a plus de 10 ans. Enfin, pas moi du coup, parce que j'étais pas trop là encore dans les affaires, mais c'est une expérience qu'ils avaient fait pour Paris Blockchain Week 2014, si je dis pas de bêtises. Et c'est une expérience qu'on a vraiment ressortie pour le Web3. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait le métaverse et tout, plutôt que de faire des stands un peu ennuyants, on s'était dit que c'était plus sympa d'amener une expérience immersive pour les gens qui s'ennuient un peu sur les salons, quoi. Moi, je verrais vraiment ça. C'est vrai qu'en plus, ça fait une animation de fou. Enfin, vous, niveau animation, vous êtes vraiment au top du top. D'ailleurs, merci de mettre la bonne ambiance. Ouais, c'est vrai que je mets un peu d'ambiance aussi. Mais on chante One Piece à la NFT Factory. C'est ça, mais faut qu'on le fasse. J'ai raté ton concert tout à l'heure, mais on m'a dit que c'était magique. J'ai fait Lady Gaga. On essaiera de le refaire, on se refera ça une autre fois. Yes. Mais donc bref, en gros, oui, moi je verrais vraiment ce type de truc au Futuroscope en fait. Ouais, j'ai jamais eu la chance d'aller au Futuroscope, mais c'est quelque chose que je regardais des vidéos YouTube quand j'étais petit pour regarder un peu les expériences et tout, donc ça a l'air de s'y prêter. Carrément, mais carrément. En plus, il n'y a même pas encore ce type de... Il y a eu un truc un petit peu similaire avec Sébastien Loeb. Okay. Tu sais, c'est les sièges de racing. Maintenant, il y a des projets où ils te font un petit circuit avec des voitures télécommandées. Et toi, tu es dans un simulateur et tu contrôles la vraie voiture sur le vrai petit circuit. Et c'est une voiture télécommandée, ouais. Ça, c'est sympa. Et aussi, il y a RoboRace. Et d'ailleurs, je suis en train de monter une boîte avec une personne qui travaille avec eux sur la réalité augmentée. Et RoboRace, c'est l'équivalent de la F1, mais contrôlé par des algorithmes d'IA. Et tu as une couche de réalité augmentée où tu peux et j'ai découvert ça à travers justement c'est un ami qui les accompagne. Et en fait, c'est que la réalité augmentée, elle influence justement la course elle-même. C'est ça qui est hyper intéressant. Ok. Comme Mario Kart, en fait, la voiture derrière, elle peut avoir une roquette tirée sur la voiture devant et ça va vraiment pénaliser la voiture devant, même si la roquette, elle était qu'en réalité augmentée. Vu que les voitures, elles sont pilotées par des IA, et ben en fait, avec l'AR, et ben tu peux influencer la course en fait. Donc ça fait que dans un monde de demain décentralisé, imaginons que quand les gens qui vont voir le Grand Prix de Monaco, de F1 à Monaco, si c'était un Grand Prix en RoboRace, le milliardaire saoudien, il pourrait payer pour envoyer une bombe sur la voiture qu'il aime pas pour la ralentir, tu vois. Et donc ça devient une expérience presque décentralisée pour savoir qui va gagner la course en fait. Ok. Ouais, ils y ont pas encore commencé, mais c'est l'avenir ces choses-là. On a quand même un univers extrêmement riche dans les NFT, en termes de soirées, en termes de gens, de communautés, plus qu'au-delà de l'innovation technologique, tout ce qu'on peut parler de blockchain, d'intelligence artificielle, etc. T'as vraiment aussi la possibilité d'avoir ce côté entertainment. Que ce soit le jeu vidéo, on parle d'attraction. Et chez vous, le groupe Partouche, il y a vraiment ça, cette vibe-là. J'apprécie que tu l'aperçois en tout cas. Bah, moi j'ai bossé dans le tourisme, donc c'est voilà. C'est vraiment ça pour nous en fait, la création de la filiale Joker Club et enfin Partouche Multiverse, mais dont le projet Joker Club est vraiment phare. C'est vraiment l'objectif d'amener le divertissement dans le Web3 parce que même si on a vu qu'il y avait beaucoup de business models qui se construisaient autour du divertissement, des soirées, des clubs, etc. Bah en fait, on s'est rendu compte que la plupart de ces gens-là, c'était des geeks qui venaient de leur grenier, qui avaient fait un club. Et en fait, là, on a parlé de la cave une fois. Non, mais d'un coup, et là, ils se retrouvaient, ils devaient organiser une soirée. Les mecs, ils ont genre 17 ans, ils ont pas d'expérience dans le métier et tout. Pareil. C'est ça. Moi, quand j'ai commencé, pareil, j'avais pas d'expérience. Bon, je comprenais le Web3, mais j'ai la chance d'avoir des gens derrière moi comme Nico, comme Jordan que tu as rencontré, qui eux sont dans l'industrie depuis beaucoup plus longtemps que moi, comme Maurice. Et donc ça facilite largement la possibilité, enfin énormément la possibilité de pouvoir organiser des événements comme aujourd'hui, comme n'importe quel type d'événement Joker qu'on a organisé. Et est-ce que tu peux me dire juste en 30 secondes, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est déjà le groupe Partouche pour commencer. Et après on parlera de Joker Club. Donc le groupe Partouche, c'est un groupe de casino qui a été fondé en 1973 par mon grand-père
Et aujourd'hui, on représente 42 casinos en Europe, principalement en France, mais on a un casino à Genève, un casino en Belgique et un casino en Tunisie. Et on a une quinzaine d'hôtels et à peu près 70 restaurants, plusieurs golfs, des spas et un peu, on va dire, beaucoup d'établissements qui touchent à l'entertainment. Ok, oui, donc c'est vraiment l'entertainment, c'est un concept phare. Bah, déjà les casinos. Et on est aussi, par exemple, le premier groupe de casinos français coté en bourse. D'accord. Donc bon, c'est la petite anecdote. Bon, moi j'aime pas trop s'étonner, mais Vous avez un regard financier également. bah, en fait à la base ça partait d'une volonté de mon grand-père vu que enfin partout en fait, mais en France aussi, les casinos à l'époque avaient une connotation un peu négative, un peu mafieuse, etc. Ouais. Il a vraiment eu la volonté d'être coté en bourse pour un peu ouvrir tous les comptes et devenir transparent aux yeux de tout le monde, pour que tout le monde puisse vraiment voir ce que c'est un groupe de casinos en fait. D'accord. Donc c'est parti de là. Et donc j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice. Et je me suis rendu compte que justement on avait des industries comme j'en profite pour arriver sur le Joker Club, hein, mais oui, je me suis rendu compte, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de divertissement dans le Web3, alors que c'était les valeurs que ça portait. Comment tu as connu toi le Web3? Alors moi j'ai connu le Web3 je devais avoir 13 ou 14 ans. Et on m'a parlé du Bitcoin, et au début, je sais pas, je disais c'est quoi ça? Il y a des gens qui m'ont dit ah mais c'est le truc illégal là pour acheter des drogues, machin truc et tout. Je disais ok, et j'ai commencé à rechercher un peu le Bitcoin. Mon père, il avait aussi beaucoup de gens qui lui en avaient parlé, mais il disait que c'était il savait pas trop quoi en penser. Il était surtout pas très rassuré du fait que quand tu as une clé privée, si tu perds ta clé privée, tu perds tout. Il aimait pas cette idée-là. Mais donc du coup, en fait, on a entendu en parler un peu à travers des conversations de mon père, en même temps des potes à l'école qui me parlaient de ça, etc. Mais des plus âgés, des potes de mon grand frère qui avaient 3-4 ans de plus que moi, qui eux commençaient déjà à s'y intéresser. J'ai commencé à me lancer dedans et regarder, rechercher, comprendre le white paper. Et quand j'ai compris les fondamentaux de la décentralisation, pour moi c'était logique. Bon, après, quand tu commences à travailler dans l'industrie et essayer de lancer des projets, tu te rends compte que ça se construit pas de la même manière que l'impression que tu peux avoir, ou de sa simplicité quand tu vois les communautés qui se font du jour au lendemain. Mais c'est quand même des briques philosophiques qui construisent un avenir radieux, quoi. Hein. Décidément, on parle beaucoup de philosophie aujourd'hui. C'est Ouais, chouette. c'est ça. Et du coup, bah, toi, tu as un regard qui est t'as un regard tech aussi. Tu dev. Alors moi, non, à la base, moi, j'étais en agence de marketing digital. D'accord. J'ai fondé une agence de marketing quand j'étais plus jeune, donc j'ai un background vraiment SEO, optimisation d'engins de recherche, algorithmique sur les engins, on va dire. Donc je comprends comment les algorithmes fonctionnent pour faire monter ton poste ou pas. Moi après avec TikTok, maintenant c'est devenu ça part dans tous les sens, mais de base oui c'est une compréhension de comment crawler, comment monter plus haut dans tes recherches en fait. Et en partant de là, je m'intéresse au Web3 et en fait moi j'aime bien juste résumer que même si je comprends la tech, je ne suis pas codeur, j'ai jamais codé. J'ai une formation de Shopify, je sais parfaitement comment utiliser Shopify, mais ma philosophie c'est vraiment de se dire que si ça te fait kiffer en tant que client, eh ben tu peux le construire. Moi c'est ça, avant tout c'est construire des produits qui me font que en tant que client c'est le produit qui me fait kiffer. Joker Club en fait c'est parce que j'ai construit le produit que je ne trouvais pas dans le Web3. C'est ton idée, Joker? Oui, c'est parti d'une idée très simple. Je voyais les bordés puis les CryptoPunks, toutes ces collections qui disaient que Quoi, c'était Joker? La Joker. Alors pour deux raisons. Premièrement parce que les casinos c'est les jeux de cartes. Et le Joker, pour moi, ça venait du jeu de cartes avant d'être celui de Gotham, même si bon, il y a le Joker du roi qui était celui qui s'occupait de divertir le roi à l'époque. Donc il y a tout un contexte historique qui vient avec le Joker, donc le divertissement. Parce que le Joker c'était le bouffon du roi qui était là pour divertir le roi. Donc en fait le divertissement lui-même. Et avec les casinos, les cartes, etc. Et les NFT qui sont aussi des cartes. Exactement. Dans Et en plus de ça, on s'est rendu compte que personne s'était approprié le Joker sur la blockchain. Il n'y avait aucun projet qui avait utilisé le Joker. Ah ouais. Donc on s'est dit, ouais, non, on peut pas rater cette autre. C'est libre de droit en plus, le Joker. Oui, exactement, c'est libre. Personne nous a contacté en tout cas. Ouais, pour le moment, ça vous êtes pas. le Joker. Vous prenez jamais les exemples de Batman finalement. C'est ça, on va de temps en temps mettre du maquillage de Joker, mais c'est universel quoi. C'est le clown. Clown Joker, ça a toujours été quelque chose qui va ensemble. Les princes, les rois, pardon, ils étaient divertis par leur Joker. Ouais, leur Joker, c'était des Jokers en vrai. Mais du coup, oui, non. C'est des dégènes, les fous du roi. Vraiment. Et pour venir à ce que je voulais dire par rapport à d'où est venue l'idée Joker Club, c'est juste en voyant toutes les collections NFT qui s'auto-prêchaient comme des tokens non fongibles, mais que la seule partie qui était vraiment non fongible et unique, c'était la partie artistique. Il y a personne qui a essayé de créer un asset non fongible dans son utilisation. Donc en fait, je me suis juste dit tout simplement, si j'attache une offre physique à chaque asset graphique des métadatas de ma collection, ça fait que chaque holder, il aura une offre unique.
même si genre on est plusieurs à avoir le cocktail gratuit ou la chambre d'hôtel offerte, il y aura qu'une seule personne qui aura la combinaison exacte de toutes ces combinaisons-là. C'est ça. Chaque personne, en fait, déjà chaque NFT a des composants similaires mais différents à chaque fois. Que artistiquement, ou majoritairement artistiquement. Et ça se retrouve dans l'expérience de la personne ou le holder. Si on voit la plupart des collections, tu as accès au même groupe chat, aux mêmes soirées, aux mêmes utilités. Bah, nous, en fait, l'idée, c'était de dire qu'à terme, même si c'est encore en construction, mais à terme, chaque joker, il sera le seul à posséder la combinaison d'offres qu'il a et l'expérience qu'il a. Et donc, c'est un peu pas le premier, mais c'est un des premiers systèmes de fidélité personnalisés pour les groupes inscrits dans le Web3, en fait. Et c'est ça qui est intéressant avec les NFT, c'est que je peux créer des groupes d'offres uniformes. Donc, les gens qui travaillent dans ce casino, ils se rendront même pas compte sur papier que chaque personne a une offre unique. Il sait juste que 500 personnes ont un cocktail gratuit, 500 personnes ont une chambre d'hôtel gratuite, etc. Ils savent qu'il y a tant de personnes qui ont ça. Mais ils n'ont pas besoin de savoir que lui, il a cette combinaison unique. Il va venir, il va dire je veux mon verre gratuit. Et donc pour eux, en fait, pour nos parcours de fidélité existants, ça change rien. Par contre, pour le consommateur, ça crée un système de fidélité. Oui, il se sent unique. Exactement. Et donc c'est parti de là. Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de projets qui avaient sous-exploité l'utilisation de la propriété intellectuelle de leur NFT. Et malgré le fait qu'ils donnaient la propriété intellectuelle à leur holder, il n'y avait pas assez d'holders qui utilisaient l'IP de leur NFT dans ce qu'ils faisaient. Ou le peu qu'ils utilisaient, je trouvais qu'ils n'étaient pas assez mis en avant par le projet lui-même. La propriété intellectuelle, intellectual property. Okay. Donc par exemple, on a vu que Bored Ape, par exemple, il y a un mec qui a pris son Bored Ape et il l'a utilisé pour faire un fast-food et il a utilisé son Bored Ape en logo. On a des gens qui ont fait des marques d'habits, on a des gens qui ont utilisé leur CryptoPunk pour faire on a eu plein de projets. Clairement. Sauf que en fait, le problème, c'est que les compagnies, ils appuyaient pas, enfin selon moi, et c'est facile à dire parce qu'on a beaucoup d'infrastructures, mais ils appuyaient pas assez les projets qui portaient leur communauté en fait. Et donc nous, notre idée, c'est vraiment que déjà, on a donné la propriété intellectuelle des jokers à holder. Donc si tu achètes un joker, tu peux en faire ce que tu veux dans ton business. Mais c'est surtout, on s'est rendu compte que que toutes ces personnes qui allaient utiliser leur joker dans leur profession, il fallait qu'on les mette en avant. Mais parce que ça devient en fait, si tu veux, ça devient. C'est à la fois une promotion pour vous et ça devient une promotion pour eux. Quoi. Et c'est aussi pour nous une croissance verticale parce que ça nous permet d'augmenter notre visibilité parmi nos fournisseurs et parmi nos partenaires qui sont. Il y a un mec qui veut voir j'en sais rien, un burger dans le lot. Si les holders d'un joker, vous avez peut-être, vous le connaissiez peut-être pas, en l'occurrence. Si, mais dans 40 ans, on va lui dire, viens faire des pop-ups sur toutes nos soirées. Voilà, peut-être au final. Viens ouvrir peut-être un petit fast-food dans un autre établissement parce qu'on a envie de faire un truc ensemble. On va explorer des vraies synergies. Ouais, exactement. Et surtout qu'on a de l'asset physique qui est, peut-être, moi ce que je dis, c'est qu'ils ont jamais les deux. Il y a des gens qui s'y connaissent mieux en casino que nous, peut-être aux États-Unis, aux States, etc. Et encore, parce que peut-être que moi, mais en tout cas, quand je prends les anciens de ma famille, c'est pas sûr. Et il y a des gens qui s'y connaissent mieux en Web3 que nous. Mais il n'y en a aucun qui ont l'union des deux. Et donc, en fait, pour nous, c'est vraiment cet équilibre-là entre le divertissement physique et le Web3 digital, entre guillemets. Donc, c'est que si les gens du Web3, même si aujourd'hui il y a des galeries digitales, comme on parlait tout à l'heure, qui deviennent un peu des lieux pour que les gens du Web3 puissent se retrouver, on considère que le lieu pour les gens du Web3, ça devrait être le casino. Parce que c'est le lieu-là, c'est de ce lieu où vient notre esprit d'hygiène et ce côté un peu autour du jeton. Et donc en fait, nous, notre philosophie, c'est que sur les prochaines années, on veut que les gens du Web3 puissent, sans nécessairement aller jouer. T'as même pas besoin de venir jouer au casino, mais on veut que les gens puissent se retrouver et moi, personnellement, célébrer l'esprit du jeu ensemble. J'ai jamais joué au casino. Mais t'es là. Mais je suis là. Bah voilà. Donc c'est qu'on a réussi notre mission. Et c'est ces synergies-là en fait. C'est que pour nous, c'est un plaisir de pouvoir t'accueillir dans nos établissements, que tu puisses découvrir le groupe et que tu vois au final, tu nous fais rayonner dans ta communauté à travers cette interview. Et c'est pour ça, pour nous, c'est ça le plus important, c'est cette création de nouvelles synergies qui sont avant tout communautaires. C'est-à-dire qu'à l'époque, où c'est nous qui t'aurais contacté, ou t'aurais dû contacter je sais pas qui pour avoir un mail, pour machin, pour qu'on. Là, on a fait, vas-y, let's go, on fait l'interview. Exactement, mais voilà, mais c'est ça, et c'est ça le Joker Club pour nous, en fait, c'est d'enlever cette barrière corpo et de bureaucratie, de communication bureaucratique. Moi, je suis vraiment à fond là-dedans. Bon, je trouve que j'ai travaillé pour un groupe que j'aime beaucoup. Hein, big up à vous si vous regardez la vidéo. Donc c'est Blockchain Group. Hein. Je finis sur une de mes on va dire points de philosophie phare, c'est que avant la révolution industrielle, toute l'économie elle était basée sur la force physique. Et donc les gens ils travaillaient dans les champs, ils travaillaient avec leur corps. Et en fait quand on a créé les tracteurs, quand on a eu la révolution industrielle, ils se sont tous dit qu'ils allaient plus avoir de métier et tout le monde a commencé à avoir peur en se disant qu'est-ce qu'on va faire, on va plus avoir de travail, c'est fini et tout. Ça me dit quelque chose. Et en fait les gens ils se sont retrouvés derrière les bureaux et l'économie du service a été créée. C'est comme ça que l'Amérique est devenue une des plus grosses puissances mondiales.
Et en fait, ce qui s'est passé à la force physique pendant la révolution industrielle est sur le point d'arriver à l'intellect. Et donc la seule chose qui nous restera, c'est l'émotionnel et la créativité, la capacité d'apprécier quelque chose. Donc c'est pour ça, pour moi, qu'on dit qu'on rentre dans l'économie du créateur. C'est ça. C'est parce que tout sera sur les artistes. Tout le monde aura les mêmes solutions, on aura les mêmes API aux mêmes IA, et ça sera qui a trouvé la narrative la plus intéressante pour que les utilisateurs passent par je dis même pas son software, parce que son prompt. Parce qu'à terme, on aura tous les mêmes solutions, parce que quand on voit la vitesse à laquelle les IA elles augmentent, il y aura pas, ça servira à rien de faire le deuxième Sora ou je sais pas quel modèle Sora. On a eu l'interview tout à l'heure d'un grand expert de l'IA, et il disait ça, du coup. Et c'est très juste ce que tu dis. Bravo. Et effectivement, je pense vraiment qu'un artiste, un vrai artiste, pour lui, en fait, ce sont des outils. Exactement. C'est pas, je veux dire, on peut avoir toutes les IA les plus puissantes du monde. Un artiste reste un artiste. Il a sa vision, son ressenti, sa transcendance ou ce que tu veux. Enfin, son rapport au monde qu'il exprime à travers son art. Que ce soit de l'IA, que ce soit de l'art génératif ou peu importe. Sa signature émotionnelle, voilà. C'est quelque chose qu'une machine ne pourra pas reproduire, exactement. Voilà. Et le fait d'apprécier. Moi, je suis peut-être pas dans le monde entier, mais je suis capable d'imaginer qu'à terme, on sera payé pour déguster ou utiliser des produits. Donc en fait, au lieu de nous payer pour utiliser des produits, on sera payé pour les utiliser, juste pour que les algorithmes puissent s'améliorer. Parce qu'en fait, intrinsèquement, vu que genre on aura tellement de puissance de calcul que c'est pas la puissance de calcul qui sera difficile à trouver, ça sera un jugement. On est de plus en plus homogène, on est de plus en plus entre guillemets matrixé par les algorithmes. Du coup, ça make sense avec vraiment l'économie du play to earn, etc. Parce que c'est difficile pour quelqu'un. C'est difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas cet univers de se dire putain, mais en fait c'est vrai, je peux gagner de l'argent en jouant à un jeu vraiment. Après, c'est vrai que malheureusement, surtout en France, on a une mentalité judéo-chrétienne. Au niveau tokenomics, on n'a pas encore trouvé genre l'équilibre. Oui, c'est encore au début. Exactement, mais c'est sûr que oui, pour moi, ça se dirige vers là, c'est inévitable. Oui. C'est l'économie de l'attention poussée, si on veut. Je pense que des entreprises comme Netflix ou quoi, ils ont bien compris ça. Ah oui. Et juste pour la petite anecdote, je sais pas si tu savais, mais le fondateur de Netflix, c'est le neveu de ton Freud. père. Non, le neveu de Freud. Et non, le neveu de Freud. Non, le neveu de Freud. Eh non, n'importe quoi. Si. Le quoi? Le CEO de Netflix, c'est un des neveux de Freud. Enfin, c'est un descendant, alors... Oui, je sais pas exactement il y avait ce mec... familial, mais... Tu sais, le mec qui a vendu les œufs et le bacon aux États-Unis, c'était un descendant de propagande. Ouais, le mec qui a fait fumer les femmes, etc. C'était quelqu'un de la famille de Freud. Et c'est lui un peu le père du marketing moderne, en fait. Mais c'était un mec qui a fait croire que fumer c'était bon pour la santé, que très bien, je vois très bien. Les médecins recommandent le bacon parce qu'il avait du bacon à vendre. Ouais, exactement, je vois très bien. C'est lui qui a fait la combinaison entre les œufs et le bacon avant, ça allait pas ensemble. Par les médecins. Les médecins ont fait la promotion. Ok, je savais pas que ça venait C'est les médecins qui ont fait la promotion, ouais. Ok, ouais. Ouais, le mec est... Intéressant. T'es sûr? Je vérifierai ça. Mais attends, mais si tu veux, je regarde pendant là. Ok, nice. Au montage, tu mettras... Non, je fais pas de cut, moi. Pas. Ça va, pour l'instant, je vous divertis. Alors... J'espère que vous passez un bon moment devant votre télé ou dans votre canapé avec un petit thé ou voilà, vous êtes bien installé chez vous. Si tu veux, on peut faire une petite vidéo ASMR. Mark Randolph. C'était il est cofondateur et premier CEO de Netflix. Ouais, j'ai vu l'histoire de Netflix. Et du coup, en fait, du coup, Mark Randolph. C'est vrai qu'il est assez chaud, le mec de Netflix. Hein. Enfin, en tout cas, c'est un excellent entrepreneur, il n'y a pas de doute là-dessus. Mark Randolph serait de la famille de Sigmund Freud. Fake ou pas fake? On verra. Est-ce que c'est un scam? Sûrement dans la communauté, ils sauront. Mais moi, quand on m'avait dit ça, en tout cas, ça m'avait réfléchir. Mettez-le dans les commentaires si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, c'est ça. On ira voir dans la parce qu'on a trop la flemme, là. Non, c'est ça. Mais en tout cas, non, c'est les sciences comportementales et comme notre ami Tom en commun qui a été avec nous aujourd'hui étudie beaucoup, c'est vraiment les sciences comportementales qui vont amener la deuxième couche entre guillemets du Web 3 et pouvoir moi ce que j'aime dire c'est que le Web 3 c'est un peu la souveraineté des intentions, c'est qu'on donne une puissance économique aux idées et aux intentions qui n'étaient pas là avant. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux genre écrire un beau texte, écrire un beau poème, écrire un smart contract, renoncer le ownership du smart contract, et c'est l'idée qui est livrée à elle-même
face au monde. Ouais, et qu'en toi, plus, tu pourras plus l'arrêter. l'idée, elle se matérialise de plus en plus instantanément, quasiment. C'est ça, exactement. Mais c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou quand tu vois les DAO comme Nouns, les DAO, j'ai vu, il y a une autre DAO au Wyoming qui est en train d'essayer de construire un État. Enfin, c'est une folie. Et aujourd'hui, pour moi, ce qui est intéressant avec le Web3, c'est que les gens ils disent ah mais le nouveau, le machin, le truc. Mais pour moi, en fait, le fait qu'on en arrive à construire ça, c'est que les pulsions qu'on est en train de satisfaire par le Web3, c'est des choses qui ont toujours été en nous. Ça veut dire qu'en fait, le métaverse, c'est quelque chose qui est codé en nous depuis toujours. Ouais, mais bien sûr. Moi, ce que je dis, c'est que l'humain est la première IA. Exactement. Et que, en plus, comme je suis complètement dégène, je dis que je suis déjà dans le métaverse. Bah, voilà. Dans la vraie vie, tu vois. Exactement. Mais on sait, si on se pose vraiment, si on part sur le plan philosophique, on sait pas vraiment pourquoi on est là. On sait pas vraiment Moi, je pense que c'est les Elohim. Ouais, exactement, voilà. On peut finir sur ça. Un peu plus sans faire. J'entends en temps réel. J'espère que les Elohim nous regardent. Mais c'est ça. Bon, ben voilà, big up à tous les Elohim. J'ai fait des bêtises. Rejoignez le club Joker. Achetez votre Joker si ce n'est pas encore fait. Ça vous donnera accès à tout un monde absolument fantastique. Et vivement les événements Joker MetaFox. Yes. Et on parlera d'intelligence collective, c'est ce qu'on a fait, la communauté, on aura encore pas assez, mais on en reparlera. On a 1 million encore de sujets en fait, voilà, je dirais que ça pourrait durer des heures en fait. Voilà, c'est ça, non mais je les vois là, ils me lancent un regard parce qu'on doit partir, mais sinon t'inquiète pas, je serais resté là. Yes. On aurait fait mais on se le fera. Carrément. Allez, ciao les gars, et les filles.